Et le marché, en fait, il est un peu schizophrène. D'un côté, on a les actions qui explosent, l'IA qui attire des flux massifs et les investisseurs qui reprennent du risque. De l'autre, on a le pétrole qui reste élevé, l'inflation qui reste problématique, les rendements obligataires qui montent. Le marché actuel il récompense moins les traders agressifs. Un prix seul ne raconte jamais toute l'histoire. Plus tu comprends cette histoire, plus tu comprends le marché. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va rentrer dans une partie très intéressante du trading parce qu'on commence à parler de certains concepts et on va voir des concepts beaucoup plus approfondis. Dans les vidéos précédentes, on a vu que le marché ne bougeait pas par hasard, qu'il y avait une logique derrière les prix et que le marché ne se résumait pas à observer des bougies et des patterns. Donc, pour aller beaucoup plus loin, on va notamment regarder ce qui s'est passé ces dernières semaines sur les marchés financiers. Les marchés financiers, ils ont évolué dans un environnement extrêmement contradictoire où on a plusieurs forces majeures qui se sont affrontées simultanément. Par exemple, on a eu des tensions géopolitiques, on a également eu une hausse persistante des prix de l'énergie, une inflation élevée, des explosions de marché à l'action liées à l'IA, on a eu une remontée des rendements obligataires et un repositionnement massif des investisseurs sur les devises et les actifs à rendement. Donc le point central à comprendre, c'est que le marché, il est actuellement partagé entre deux narratifs opposés. En fait, d'un côté, on a un narratif qui est extrêmement optimiste, ok, donc autour de la technologie, de l'IA, etc. Et d'un autre côté, on a un narratif qui est beaucoup plus inquiétant autour de l'inflation, ok. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et on a un narratif inquiétant aussi, pas que par rapport à l'inflation, mais par rapport au pétrole et aux taux d'intérêt élevés. Donc, c'est précisément ce mélange qui rend les marchés très difficiles à interpréter actuellement. Donc, comme vous le savez si bien, le principal catalyseur macroéconomique ces derniers mois, ça reste le conflit au Moyen-Orient, ok, notamment autour de l'Iran. Donc, les marchés, ils ont très rapidement réagi à plusieurs éléments, comme par exemple à la hausse du pétrole, à la hausse du gaz, les tensions militaires, etc. Donc, le Brent, il a fortement progressé depuis le début du conflit. Et ça reste problématique, ce qui a immédiatement ravivé les craintes d'inflation durable. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce important? Donc pourquoi c'est important? Tout simplement parce que le pétrole, il influence pratiquement toute l'économie. Ok? Le pétrole, il influence les transports, il influence la production industrielle, l'alimentation, la logistique et même la consommation. Quand l'énergie reste élevée pendant plusieurs mois, cela finit par contaminer l'ensemble des prix de l'économie. Et c'est exactement ce que les investisseurs y craignent actuellement. Par ailleurs, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que malgré ce contexte tendu, on a le marché des actions américains qui continue à grimper. Donc notamment les valeurs technologiques, les semi-conducteurs et tout l'écosystème qui est lié à l'intelligence artificielle. Et ça, c'est très important de le noter parce que le Nasdaq aussi, il reste porté principalement sur les entreprises IA, les infrastructures liées au calcul et les perspectives de croissance technologique. Donc, on observe une énorme concentration des flux sur quelques secteurs seulement. Autrement dit, ce n'est pas l'ensemble du marché qui explose, mais c'est surtout certaines grosses capitalisations extrêmement pondérées dans les indices. Donc, cela crée une illusion de force globale, alors qu'en réalité, beaucoup de secteurs restent beaucoup plus faibles. On peut également ajouter à cela que l'un des plus grands thèmes actuellement sur les marchés, c'est la rotation sectorielle. C'est-à-dire que les investisseurs, ils déplacent massivement leur capital vers l'IA et les infrastructures technologiques. Donc, à l'inverse, on a plusieurs secteurs qui souffrent, comme par exemple tout ce qui est software traditionnel, certains secteurs qui sont sensibles au taux, etc. Et en fait, le marché, il commence à se demander quelles entreprises vont réellement profiter de l'IA. Et ça, c'est une véritable question parce qu'il y a des entreprises qui risquent d'être en danger. Et donc, cette rotation des flux, elle est extrêmement importante à comprendre parce qu'elle explique pourquoi il y a certains indices qui montrent très fortement alors que d'autres stagnent beaucoup plus d'avantages. Maintenant, on va appuyer sur un point très important. Par rapport à tout ce que je viens de te dire, le vrai problème du marché, c'est surtout que l'inflation n'est pas réglée. Même si les actions montent, le marché obligataire, il envoie un message beaucoup plus prudent. C'est-à-dire que les rendements des obligations américains, ils continuent de remonter fortement. Et ça, c'est très important. Quand les rendements montent, cela signifie généralement que les investisseurs, ils demandent plus de rémunération, que les investisseurs craignent davantage l'inflation, ou alors qu'il y a une anticipation des taux élevés qui risquent de durer plus longtemps. Donc en fait, le marché, il commence à intégrer l'idée que l'inflation pourrait rester durablement, donc au-dessus des objectifs, que les banques centrales ne pourront peut-être pas baisser les taux rapidement et que les conditions financières pourraient rester restrictives beaucoup plus longtemps que prévu.
Et le pétrole, il joue un rôle central dans cette peur inflationniste. Maintenant, du côté de la Banque centrale et de la Fed, on a un élément très important à surveiller qui est l'arrivée de Kevin Warsh, donc à la tête de la Fed. Donc le marché il essaye encore de comprendre quel sera son positionnement exact, mais plusieurs investisseurs considèrent qu'il pourrait déjà adopter une approche relativement restrictive face à l'inflation. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il y aura potentiellement des taux plus élevés, ok? Des taux élevés plus longtemps, un dollar plus fort, une pression supplémentaire sur les obligations et des conditions financières moins favorables. Et c'est particulièrement important parce que, en fait, le marché des actions, eux, continue pour l'instant de se comporter comme si la croissance elle allait rester forte et comme si l'IA allait soutenir l'économie. Donc, en fait, il y a une énorme divergence entre le marché des actions et le marché obligataire. Concernant le marché des devises, on observe progressivement qu'il y a un retour de stratégie au niveau des carry trades. En quoi consiste le carry trade? Donc ça consiste à acheter des monnaies avec des taux élevés contre des monnaies avec des taux faibles. Dans ce contexte, on a le dollar australien, le dollar américain ou certaines monnaies plus rémunératrices qui redeviennent attractives face au yen japonais, au franc suisse et aux monnaies à faible taux. Cette logique de marché revient surtout parce que les taux restent élevés, que les investisseurs cherchent du rendement et que le marché du forex retrouve progressivement des comportements plus classiques. Mais attention, le carry trade, ça fonctionne surtout quand les marchés restent relativement stables. Donc si la géopolitique explose à nouveau ou que la volatilité repart fortement, ces stratégies, elles peuvent rapidement devenir très dangereuses. Donc en somme, pour te résumer la partie qui concerne les actualités, le marché en fait il est un peu schizophrène. C'est-à-dire que d'un côté on a les actions qui explosent, l'IA qui attire des flux massifs et les investisseurs qui reprennent du risque. Et de l'autre, on a le pétrole qui reste élevé, l'inflation qui reste problématique, les rendements obligataires qui montent, les banques centrales qui restent prudentes et les risques géopolitiques qui n'ont pas disparu. Autrement dit, les marchés des actions se comportent comme si tout allait bien. Alors que les marchés obligataires, eux, ils continuent d'envoyer des signaux beaucoup plus prudents. C'est ce qui rend cette période particulièrement difficile à trader. Et donc, la question qu'on pourrait se demander, c'est qu'est-ce que ça signifie concrètement pour les traders? Et donc, pour les traders, dans ce type d'environnement, les mouvements peuvent devenir extrêmement rapides, les narratifs changent très vite, les corrélations habituelles, elles commencent parfois à casser. Et donc, cela les oblige à réduire leurs risques, à être beaucoup plus sélectifs, à privilégier les meilleures configurations et surtout à rester très disciplinés. C'est-à-dire que les marchés actuels ils récompensent moins les traders agressifs et davantage ceux qui savent gérer leur exposition, protéger leur capital et survivre aux périodes compliquées. Donc maintenant, on arrive à une notion absolument centrale de la vidéo, c'est le sentiment du risque. Ok ? Le marché, il n'est pas seulement gouverné donc, par des données économiques, il est également gouverné par l'état émotionnel collectif des investisseurs. Et cet état émotionnel, il peut se résumer en deux grands modes. Okay ? On a le risk-on et le risk-off. Donc, le risk-on, c'est quand les investisseurs ils sont prêts à prendre des risques, ok. Donc, ils cherchent du rendement, ils se sentent plus à l'aise pour se positionner sur des actifs plus offensifs. Le climat général, il est beaucoup plus confluent. Le risk-off, c'est quand les investisseurs ils deviennent beaucoup plus prudents. Donc, ils cherchent de la protection, ils réduisent leur exposition et ils se replient vers des actifs beaucoup plus défensifs. Du coup, on peut presque imaginer que le marché, c'était comme un interrupteur, en fait. Donc, quand l'interrupteur est en mode on, les investisseurs sont plus agressifs, les capitaux, ils circulent vers les actifs risqués, les indices performent mieux et les devises à rendement plus élevé sont plus favorables. Maintenant, quand l'interrupteur est sur le mode off, on a la peur qui augmente, les investisseurs qui se replient, les actifs refuges qui deviennent plus recherchés et les flux se déplacent vers des zones plus défensives. Ok ? Et donc, cette lecture, elle change énormément de manière de comprendre le forex. Ok ? Et là, tu peux te demander, mais c'est quoi les actifs en gros, c'est quoi les actifs risk on et c'est quoi les actifs risk off? Et du coup, on en parlera tout de suite. Et en fait, si le marché, donc sur le marché de devises, en fait, on a certaines monnaies qui sont historiquement associées à l'appétit pour le risque. Donc, on a le dollar australien, le dollar néo-zélandais et dans une certaine mesure, le dollar canadien. Pourquoi ? Parce que, en fait, ces économies, elles sont liées aux matières mondiales, à la croissance, aux matières premières, à la croissance économique. Elles sont liées aux exportations et à la demande internationale. Donc, à la croissance mondiale, plutôt.
Et donc, du coup, elles ont souvent tendance à mieux se comporter dans les environnements où les investisseurs ils recherchent davantage de rendement et de croissance. Donc, à l'inverse, on a certaines devises qui sont historiquement considérées comme des devises refuges. Donc, les devises suivantes sont le yen japonais, le franc suisse et parfois le dollar américain, selon le contexte. Donc, dans les phases de stress ou de panique, le yen japonais peut se renforcer, le CHF, donc c'est le suisse, ok, qui peut se renforcer, le dollar suisse, et le marché, il peut chercher à réduire son exposition aux devises qui sont plus sensibles au risque, ok. Donc très souvent, lorsque les marchés des actions montent, les devises risk on, ils ont tendance à mieux se comporter. Et lorsque les marchés chutent, les devises refuges reprennent le dessus. Et c'est là qu'on voit une paire extrêmement intéressante à surveiller, c'est l'AUD-JPY. Donc par rapport aux devises risk on, risk off, l'AUD-JPY est l'une des paires les plus intéressantes pour lire le sentiment du marché et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, elle oppose deux extrêmes. D'un côté, on a une devise très sensible, donc au risque on, l'AUD, et d'un autre côté, on a une devise historiquement défensive, donc le yen japonais. Donc, quand les marchés sont confiants, les investisseurs ils recherchent davantage de rendement. Les flux se dirigent vers les actifs plus offensifs et l'AUD-JPY a souvent tendance à monter. Maintenant, quand la peur revient, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple, les investisseurs ils réduisent leur exposition. Les actifs défensifs ils redeviennent intéressants et l'AUD-JPY peut chuter violemment. En réalité, c'est une paire qui raconte souvent quelque chose de plus large que la seule dynamique du Forex. Elle raconte l'état d'esprit du marché. Dans certains environnements, sa corrélation avec les indices actions devient très forte. Et ça, c'est extrêmement utile à comprendre parce que cela permet de relier le Forex, les actions, le sentiment global et même la perception du risque. Et c'est ce genre de paire qui aide à faire le lien entre la macroéconomie et le comportement du marché. Maintenant, la nuance très importante à comprendre, c'est que le marché, il peut avoir une tendance de fond positive, ok, tout en connaissant des phases courtes de correction de stress. Et c'est souvent là que beaucoup de personnes se trompent. Ils pensent qu'une petite correction signifie un changement durable de régime, alors qu'en fait, en réalité, le marché est parfois juste en train de respirer. Par exemple, un marché, il peut rester structurellement risk on pendant plusieurs mois, tout en réagissant négativement quelques jours à une donnée d'inflation et à une tension géopolitique ou même à un discours de banque centrale. Donc en fait, il faut toujours distinguer le bruit court terme et la tendance de fond. Donc cette distinction, elle est essentielle parce qu'en fait, elle t'empêche de surinterpréter des mouvements temporaires. Un bon trader, il ne cherche pas à dramatiser chaque mouvement. Il cherche à identifier si ce qu'il observe est juste une réaction de court terme ou un vrai changement de fond. Donc tu l'as bien compris, le sentiment de risque, il a un énorme impact sur le comportement des traders. Donc dans des phases d'euphorie, beaucoup deviennent très agressifs. Ok, ils prennent davantage de risques, ils surchargent parfois leur position et ils oublient que le marché peut se retourner très vite, clairement. Et dans les phases de stress, certaines deviennent trop prudents, d'autres coupent vite et d'autres y voient des opportunités partout, par peur de rater le mouvement inverse. Et c'est pour ça que le sentiment de marché ne doit pas être vu seulement comme un indicateur technique. Okay, c'est aussi une lecture comportementale. Donc le marché, il passe souvent de l'euphorie à la peur, de la peur à la stabilisation, puis de la stabilisation au retour de l'optimisme. Et quand tu commences à lire ces cycles émotionnels, tu comprends beaucoup mieux pourquoi certaines paires s'envolent ou certaines s'effondrent à des moments précis. Parce qu'au final, les marchés, en fait, ils ne font pas que refléter des chiffres, ils reflètent aussi les émotions dominantes d'une communauté d'investisseurs. Donc à ce stade, quand tout commence à se connecter par rapport aux banques centrales, le carry trade, les devises risk on, risk off, etc., quand tout commence à aller dans la même direction, on a une véritable lecture du marché. Donc, par exemple, dans un environnement où les taux restent élevés, donc restent relativement élevés pour une devise, où le marché il est porté par un sentiment risk-on, où certaines économies paraissent plus attractives que d'autres, alors certaines paires peuvent devenir particulièrement intéressantes. Et c'est là que l'analyse fondamentale devient un outil de sélection. Elle te donne pas juste une option, elle t'aide à filtrer les opportunités et elle te permet de te demander quelle devise a le meilleur profil fondamental, quelle économie est la plus solide, quel actif bénéficie du contexte
et quelle paire raconte une histoire cohérente. Et c'est exactement ça qu'on cherche à développer. Donc là, par rapport à ce que je t'ai partagé, je vais te montrer des études de cas par rapport à un ou deux exemples. Donc on a l'AUD-CHF, donc l'AUD c'est le dollar australien et le CHF c'est le dollar suisse, ok. Donc le trade AUD suisse, il reposait simplement sur une logique de carry trade, ok. Comme le dollar australien, il bénéficiait de plusieurs éléments favorables, ok, comme des taux d'intérêt élevés, un environnement beaucoup plus risk-on, avec des marchés en actions qui étaient en hausse, et une banque centrale australienne beaucoup plus, on va dire, à la hausse, beaucoup plus hawkish. Et à l'inverse, en fait, on avait le franc suisse, lui, qui restait sur une monnaie avec des taux qui étaient beaucoup plus faibles. Ok, donc rappelons-nous que le CHF est également utilisé comme une valeur refuge. Okay, et le différentiel de politique monétaire entre les deux économies, ça crée donc un biais naturellement intéressant pour un biais naturellement haussier, ok, sur la paire. Donc techniquement, la paire elle évoluait déjà dans une tendance haussière établie sur différents time frames, ok. Donc plus on zoomait, plus on voyait qu'il y avait une trendline haussière qui était respectée, une divergence haussière qu'on voyait beaucoup plus sur les time frames courts et un break de structure à la hausse, ok. Deuxième exemple que je voulais te prendre, donc c'est le dollar contre le yen japonais. Donc ça reposait principalement sur une logique d'intervention du Japon, tout simplement sur le marché d'échange. Donc le gouvernement japonais surveillait particulièrement la zone des 160, ok, à plusieurs reprises par le passé. Lorsque le marché s'approche de cette zone, les autorités japonaises, elles sont intervenues pour soutenir le yen. Le raisonnement était donc le suivant. Donc, si le dollar yen cassait agressivement autour des 160, l'intervention du Japon pouvait provoquer une chute brutale. Mais il était inutile de vendre agressivement à l'avance sans confirmation. Donc, l'objectif était de profiter du trade que si le marché commençait réellement à accélérer à la baisse. Donc, de profiter d'un éventuel mouvement lié à une intervention japonaise. C'est ce qui s'est passé. Le marché, il a accéléré rapidement et la target, elle a été atteinte. Le point essentiel à retenir, c'est que les marchés, ils ne fonctionnent pas selon une variable. Ils fonctionnent par combinaison, que ce soit avec la politique monétaire, la croissance, les sentiments, l'inflation, etc. Donc, le carry trade, lui, il explique une partie de la dynamique. Le sentiment du risque, il va expliquer l'humeur. Et les devises, elles reflètent tout ça en temps réel. Et en fait, c'est pour ça qu'un trader qui veut évoluer, il doit apprendre à lire au-delà du prix. Parce que un prix seul ne raconte jamais toute l'histoire. Il raconte le résultat d'une histoire beaucoup plus profonde. Et plus tu comprends cette histoire, plus tu comprends le marché. Donc pour conclure tout ce qu'on a vu que les dernières semaines, elles ont montré un marché qui était dominé par plusieurs thèmes majeurs, comme la guerre, le pétrole, le retour de certaines craintes inflationnistes, l'explosion des valeurs IA, le retour du carry trade et même l'arrivée d'une nouvelle direction à la Fed. Et le point clé à retenir est que les marchés sont actuellement dans une phase de transition. Les investisseurs, ils essayent encore de déterminer si l'économie mondiale peut continuer à accélérer malgré des taux élevés, si l'IA, elle peut réellement compenser les risques macro et surtout si l'inflation va finir par repartir durablement à la hausse. Donc pour le moment, les marchés des actions, ils choisissent surtout de croire au scénario optimiste, mais le marché obligataire, lui, reste beaucoup plus prudent. Donc on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que tout ce que je t'ai partagé, ça t'a plu, que tu as pu prendre des notes et que ça te servira pour tes prochaines analyses. Dans les prochaines vidéos, on développera et on analysera de nouveaux concepts ensemble. En tout cas, j'ai hâte qu'on se retrouve prochainement et on se retrouve très vite de l'autre côté.